L'Autriche est un pays avant tout de montagne, où les Alpes couvrent les 8/10 du territoire. Son relief est de formation récente, car la chaîne alpine est de l'âge tertiaire. Les Alpes autrichiennes sont disposées en 3 bandes parallèles, dont la plus haute chaîne atteint son point culminant à 3797 mètres avec le Grossglockner. L'Autriche est un pays merveilleux qui ne peut laisser insensible le voyageur le plus blasé. Montagnes, lacs, collines et torrents se succèdent dans un décor féerique. Toute la nature y est accueillante et en plein accord avec les sentiments les plus profonds. Si les paysages autrichiens ont été créés pour le plaisir des yeux, il n'en est pas moins vrai que l'Autriche est un pays industriel doté d'une économie très développée. L'essor de cette industrie repose en partie sur les grands axes de communication que possède le pays. L'axe principal et le plus ancien est formé par la vallée du Danube. Déjà, dès le Moyen-Âge, la navigation y était très active et la prospérité du pays reposait en grande partie sur elle. Aujourd'hui, le Danube est toujours d'une importance vitale. Issu de la forêt noire, il traverse l'Autriche sur 356 km. C'est la seule voie navigable du pays. Le Danube est grand producteur d'énergie électrique. D'importantes centrales se sont installées sur son cours. Grâce aussi à ses nombreux lacs transformés en réservoirs et à ses rivières, l'Autriche est le pays d'Europe le plus riche en force hydraulique. Il couvre tous les besoins en électricité et en exporte une assez grosse quantité. Le potentiel industriel de l'Autriche s'est considérablement développé depuis la dernière guerre. On trouve dans le sous-sol autrichien du charbon, de la magnésie, du plomb, du fer et aussi du pétrole.
Placée au centre de l'Europe, l'Autriche est un pays de transit. Cette situation facilite une autre industrie très importante et en pleine expansion, celle du tourisme. Cette industrie se place au 3e rang dans la balance des paiements. Cette réussite s'explique non seulement par la beauté des paysages et la richesse du patrimoine artistique de l'Autriche, mais aussi par l'accueil aimable de sa population. Ce tourisme s'adresse à toutes les classes de la société, grâce aux installations hôtelières qui vont du super palace à la chambre à louer chez l'habitant. De nombreux hôtels modernes se dissimulent derrière des façades décorées dans le style régional. Pays de montagnes, de lacs et de vallées riantes, l'Autriche est l'endroit idéal pour passer des vacances. Peu de coins de terre semblent avoir été aussi comblés par la nature. Et d'une vallée à l'autre, c'est la même mélodie de ruisseaux, de fontaines ou de murmures dans les hautes forêts alpestres. Cette superbe nature est présente à chaque pas et l'esprit est sans cesse attiré et émerveillé par une telle représentation. La beauté des paysages autrichiens ne peut pas faire oublier que l'Autriche a souffert beaucoup pendant la dernière Grande Guerre. Et pour arriver à sortir de ses ruines, il a fallu le courage et la volonté de son peuple. On a longtemps parlé du miracle autrichien. Eh bien, ce miracle repose en partie sur l'amour du travail manifesté par le peuple autrichien. L'élevage a une place importante, principalement dans les régions de haute montagne qui se situent dans toute la partie ouest du pays. En résumé, on peut dire que la paysannerie a une grosse part de mérite dans l'évolution économique de l'Autriche. L'agriculture occupe environ 20% de la population active, mais elle ne fournit que 6% du produit national brut. Dans les vallées, dans les campagnes, la femme travaille aussi durement que l'homme. Elle y assume les mêmes responsabilités. Le manque de productivité s'explique largement par les conditions géographiques du pays. Le relief autrichien est tellement accidenté que dans de nombreuses exploitations, les surfaces planes sont rarissimes. Dans la plupart des cas, alors, on laboure et on sème sur des pentes abruptes. De plus, dans beaucoup d'exploitations, on travaille encore la terre à la houe et par des moyens souvent primitifs, comme le faisaient les premières communautés paysannes. Malgré tous ces inconvénients majeurs, l'Autriche est un pays agricole qui subvient en grande partie aux besoins alimentaires de sa population. Il produit principalement de l'orge, du froment, du blé et des pommes de terre. Le foin joue aussi un rôle essentiel car il fournit le fourrage nécessaire pendant les très longs mois d'hiver.
L'Autriche produit aussi du vin, un vin très sucré, fort en alcool, qui est souvent vendu directement du producteur au consommateur. La forêt couvre aujourd'hui 40% du territoire national. La forêt autrichienne est un important fournisseur de matières premières. Elle se place au 3e rang européen, après la Finlande et la Norvège. Au cours des siècles, le milieu montagnard a modelé le caractère des hommes ainsi que son mode de vie. Dans les campagnes, la forme des maisons et des fermes varie beaucoup d'une région à l'autre. En général, la maison de bois prime sur la maison de pierre, quoique bien souvent, ce dernier matériau soit employé pour les soubassements. Ces constructions se rencontrent principalement dans la région montagneuse du Tyrol. Partout en Autriche, la plupart des maisons sont recouvertes de dessins. Les fresques représentent des scènes naïves et aussi, le plus souvent, des inscriptions pieuses. Vienne, la capitale, est née il y a 2000 ans. La situation privilégiée de la ville primitive en a fait, dès l'époque romaine, un centre vers lequel ont convergé les grands courants commerciaux et culturels. De tout temps, une cour brillante attira savants et artistes, pour qui Vienne fut un véritable foyer culturel. Cela explique la profusion d'œuvres d'art que l'on peut trouver dans la capitale autrichienne. La variété ethnique de la population viennoise va des Tchèques aux Hongrois en passant par des descendants d'origine allemande, serbe, croate, italienne, voire même française et hollandaise. La fontaine d'Honneur est l'œuvre du plus grand sculpteur autrichien de l'époque baroque. Tous les Viennois restent très attachés à leur passé. C'est ainsi qu'ils se souviennent avant toute chose de deux faits historiques importants. Le siège de Vienne par les Turcs et l'invasion de l'Autriche par les armées de Napoléon. L'empereur des Français avait établi son quartier général au château de Schönbrunn. Pour les Autrichiens, Napoléon n'était pas le fils d'un avocat d'Ajaccio, mais l'incarnation de la Révolution, qui avait envoyé Marie-Antoinette, princesse autrichienne, sur l'échafaud. C'est peut-être pour cela que le fils de Napoléon fut toujours éloigné de son père et que jamais l'Autriche ne consentit à lui rendre son enfant. L'Aiglon vécut une grande partie de sa vie au château de Schönbrunn, et c'est dans cette chambre que l'Aiglon, roi de Rome, duc de Reichstadt, mourut à 21 ans de tuberculose. Sa maladie avait été aggravée par le climat de l'Autriche, et c'est le 22 juillet 1832 qu'il s'éteignit, en appelant une dernière fois sa mère, l'archiduchesse Marie-Louise. Brûlé lors du siège turc, le château de Schönbrunn fut reconstruit sous le règne de Marie-Thérèse. L'impératrice avait épousé en 1736 le duc François de Lorraine, avec qui elle eut 16 enfants. Parmi eux, Marie-Antoinette, qui épousera plus tard Louis, dauphin des Viennois, et par la suite devenu Louis XVI, roi de France. Le règne de Marie-Thérèse durera 40 ans. Dans la galerie de tableaux du château, on peut voir la famille impériale, avec Marie-Antoinette, enfant. François-Joseph, vers la fin de sa vie. On voit aussi sa femme, Élisabeth de Bavière, surnommée Sissi, est morte assassinée. D'ailleurs, Schönbrunn connut bien des tragédies et des drames. Et c'est le fils de Sissi et de François-Joseph, le comte-prince Rodolphe, qui se suicida à Mayerling avec sa maîtresse, la baronne Betsera. À l'emplacement où furent trouvés les corps, François-Joseph fit construire une chapelle, et le pavillon de chasse qu'avait acheté Rodolphe fut transformé en un carmel. Le château de Schönbrunn possède encore aujourd'hui des trésors inestimables qui laissent entrevoir le faste éblouissant qui était en usage à la cour des Habsbourg. Les magnifiques pièces rococo du château de Schönbrunn virent le jour en 1765. Le cabinet chinois, ici dans lequel Marie-Thérèse donnait ses conférences.
La décoration date de l'époque de l'impératrice. Dans la chambre du vieux lac, les murs sont recouverts de panneaux chinois peints en or sur laque noir. Le salon du million ici, dont la décoration coûta, paraît-il, 1 million de florins. C'était le cabinet de travail de Marie-Thérèse. La pendule de Napoléon, elle marque l'heure, les jours, les semaines et les mois. Dans les différentes pièces, il y a de magnifiques poêles en faïence, qui datent de l'époque, bien sûr, de Marie-Thérèse. La grande galerie était sous ces lustres qu'étaient donnés les grands bals de l'époque impériale. Marie-Thérèse avait des idées de grandeur, elle aimait la pompe, les défilés et les processions solennelles. C'est ce goût du faste que rappellent les carrosses décorées et laquées du château. Les décorations du carrosse et du couronnement reflètent le cérémonial de la vie courante à la cour. Dans la chaise à porteur de Marie-Thérèse, il y avait peu de luxe, mais tout au moins certaines commodités. La collection comporte aussi le carrosse de Napoléon, roi d'Italie à Milan. L'Autriche a un passé glorieux, et les vestiges de ce passé se rencontrent à chaque pas. Et c'est à Innsbruck que l'histoire des Habsbourg a trouvé son expression visible. Le monument le plus remarquable d'Innsbruck est sans conteste le tombeau de Maximilien. Cet admirable ensemble funéraire est le témoignage le plus saisissant de l'influence allemande sur l'Autriche. Autour du mausolée se trouve alignée une double rangée d'ancêtres. On y voit 28 statues d'environ 2 mètres de hauteur qui montent la garde. Le choix de ces ancêtres, dont la plupart sont imaginaires, est assez surprenant. On y voit Symburgis de Massovie, épouse du duc Ernest, Marguerite, fille de Maximilien, Maria Bianca Sforza, seconde femme de Maximilien. Ces statues sont l'œuvre de sculpteurs autrichiens et allemands. Innsbruck doit une grande part de sa célébrité aux armes et armures qu'on y forgea durant des siècles. Les chefs-d'œuvre créés à cette époque furent nombreux, et les puissants seigneurs venaient tous se fournir au Tyrol. Et c'est ainsi que Charles Quint portait une armure d'Innsbruck, et de même plutôt qu'Henri VIII d'Angleterre et Julien de Médicis. Les magnifiques armures d'apparat conservées au château d'Ambras, donc à Innsbruck, sont la copie exacte du costume du lansquenet, avec ses manches bouffantes. L'armure d'apparat de Ferdinand. C'est dans ce vêtement en acier que le prince célébra ses secondes noces. Une armure de joute du XVIe siècle, la vis entièrement faite à la main maintenait la cuirasse. Le focre était un support à charnière qui servait à maintenir la lance couchée en arrière. Au cours des siècles, les ducs et les comtes de la haute et la basse noblesse firent construire dans toute l'Autriche des châteaux et des forts.
Ceux-ci, plus profondément enracinés dans le sol que les édifices religieux, ont résisté au temps et aux guerres, et cela explique qu'aujourd'hui le pays est riche en châteaux et en forteresses. Le château fort représentait défense et protection. À l'époque, les paysans ne pouvaient se défendre eux-mêmes. Ils avaient donc besoin d'un seigneur pour les protéger. Lorsqu'il y avait danger, tous les sujets se réfugiaient dans le château et aidaient à assurer sa défense. Par la suite, on fit édifier des jardins autour des châteaux, et l'un des exemples les plus marquants est le château d'Elbrunn, près de Salzbourg. Ce château présente aujourd'hui encore ses beaux jardins agrémentés de nombreuses pièces d'eau. L'archevêque Marcus Iticus, qui fit construire Elbrunn, semble avoir aimé les jeux innocents. Il fit installer un peu partout des jets d'eau qui arrosaient à l'improviste les invités qui avaient eu l'imprudence de s'asseoir sur les sièges. La construction du château Mirabel à Salzbourg, ainsi que l'installation des jardins et des statues, fut commencée par Wolf Dietrich en 1606. Reconstruit par Hildebrand au XVIIIe siècle, le château Mirabel et ses jardins furent fortement remaniés par la suite. Le château du Belvédère de Vienne est l'un des plus beaux monuments baroques du monde entier. Il servit tour à tour de résidence au prince Eugène de Savoie, à l'archiduc héritier François Ferdinand et aussi à Hitler qui, en 1938, y donnait des conférences. Le Belvédère de Vienne contient des trésors inestimables de l'époque baroque et gothique, et en particulier des sculptures et des peintures. La période gothique et baroque marque l'apogée du développement culturel d'une époque qui a donné à l'Autriche un patrimoine artistique d'une très grande richesse. La période gothique, du XIIIe au XVe siècle, était une forme nouvelle de civilisation venue de l'Occident. Vers la fin de cette période, la peinture et la sculpture produisirent de magnifiques chefs-d'œuvre. Après la période gothique vient l'époque baroque avec des œuvres réalisées entre 1700 et 1800.
Au cours de sa glorieuse histoire, l'Autriche s'est révélée être un bastion de la civilisation chrétienne occidentale contre lequel sont venues se briser les guerres de religion. Les grands monuments religieux qui jalonnent le pays en sont un témoignage. L'art baroque s'y exprime avec éloquence, que ce soit dans les églises, dans les monastères ou dans les abbayes. L'abbaye de Stams au Tyrol possède une église abbatiale qui fut remaniée en style baroque au XVIIIe siècle. Les abbayes possédaient toute une crypte dans laquelle étaient placés les corps embaumés des hauts dignitaires de la noblesse et de l'Église qui vivaient dans la province. L'abbaye de Millstatt en Carinthie fut l'un des centres culturels les plus importants d'Autriche. L'abbaye résonne encore aujourd'hui d'un passé assez proche. Les colonnettes reposent sur des sculptures d'animaux datant de 1125. Le peuple autrichien a toujours été très catholique. Ainsi, on ne traverse pas un pont en Autriche sans être protégé par un saint, ou même plusieurs, qui prennent parfois des allures de dieux romains. Témoignant de la religiosité authentique de la population, on trouve partout dans le paysage autrichien des chemins de croix, des maternes, qui sont des crucifix protégés souvent par une petite boîte en bois. C'est bien là le décor traditionnel de l'Autriche. Partout dans les vallées, sur les montagnes, on voit surgir des clochers. Ils s'ornent le plus souvent d'une toiture à bulbe directement héritée de la coupole musulmane d'Orient, vestige des guerres qui ont opposé l'Autriche à la Turquie. Le catholicisme romain qui a largement façonné le visage de l'Autriche a aussi imprégné les mœurs et les mentalités avec une continuité exemplaire. La coutume de l'âne pascal qui se perpétue dans les montagnes montre bien la ferveur de la population qui conserve sa foi intacte malgré les vicissitudes de la vie quotidienne. Malgré leur piété, les Autrichiens penchent vers la superstition sans le savoir. Ils craignent l'au-delà, et pour cela ils s'adressent souvent à des dieux imaginaires pour protéger leurs récoltes. Du fait de leur superstition, ils vénèrent leurs morts, et cela explique que les cimetières autrichiens frappent toujours l'étranger par leur belle ordonnance. Pour les Autrichiens, patriotisme local et devoirs religieux sont étroitement liés. Les signes de la piété populaire, on en rencontre partout. On ne saurait énumérer toutes les églises de pèlerinage, grandes et petites, où se rendent les pèlerins parfois encore vêtus du costume régional, avec le chapeau qui rappelle la mode de la cour d'Espagne. Les Autrichiens respectent donc les usages et les traditions. Il est évident que la géographie du pays, et tout particulièrement son relief, ont aidé l'Autriche à conserver le rythme de vie de ses aïeux. Dans les vallées profondes, à l'abri des grandes voies touristiques, le pouls de l'Autriche continue à battre au même rythme qu'il y a 100 ans. Les danses traditionnelles sont encore en usage en Autriche, sans pour cela s'éloigner des grands centres. Les danses tyroliennes ont illustré l'opérette L'Auberge du Cheval Blanc.
La plupart des fermes autrichiennes sont des exploitations familiales où l'on y mène encore parfois la vie rude du paysan montagnard et du bûcheron. Ici, l'héritage familial est divisé entre les fils et la propriété reste toujours dans la famille. L'intérieur des maisons paysannes crie la bonne humeur et surtout la robuste nature de leurs habitants. Les traditions ancestrales se perpétuent dans de nombreux foyers. La baratte y est employée couramment. Le beurre est fabriqué uniquement pour les besoins de la famille. Les vieilles recettes culinaires ont conservé toutes leurs saveurs, principalement dans la pâtisserie. Ce gâteau que l'on tourne pendant plus d'une heure reçoit de nombreuses couches de pâte qui vont se superposer et cuire successivement. La pâte se compose de farine, de beurre, de sucre et d'œufs. On y ajoute aussi du lait et du citron. Dans les régions montagneuses et très reculées de l'Autriche, on rencontre encore aujourd'hui des sabotiers qui travaillent suivant leurs méthodes ancestrales. Ce sont bien sûr les anciens qui pratiquent toujours les vieilles traditions. L'Autrichien a toujours été tenté de faire vivre les êtres de son imagination. Les maisons, les églises, les musées regorgent ces statues faites de père en fils par la même lignée d'hommes, véritable héritage d'un même peuple. Les écoles ont été créées où on y perpétue les vieilles techniques et des méthodes autrichiennes. Les personnages et les crèches, taillés par les mains habiles des élèves, sont de véritables petites merveilles. D'ailleurs, dans chaque village autrichien, on est assuré de trouver un artiste localement réputé. L'artisan autrichien jouit d'une vieille et solide réputation d'adresse. Les sculpteurs sur bois sont les plus nombreux et leurs œuvres sont presque toujours empreintes de piété. L'artisanat tient donc une place prépondérante dans le pays et à travers toutes ces disciplines, l'art populaire s'exprime très largement. Les sujets sculptés dépassent souvent le niveau du simple amateur. Cet héritage artistique est en relation directe avec le respect de la tradition. Et il suffit de revêtir n'importe quoi d'une patine de tradition pour que l'Autrichien en fasse un objet de vénération. De ce fait, il est conservateur, et il garde aussi jalousement ses coutumes, et c'est surtout dans la montagne que les anciens usages se sont le mieux conservés. La peinture sur bois est aussi issue d'une vieille tradition. L'époque baroque a fortement marqué le goût des Autrichiens dans ce domaine. Le goût inné du peuple autrichien pour la musique explique aussi certainement le nombre important de fabricants d'instruments, que ce soit les instruments à vent ou à cordes. Mais les nombreuses fabriques que l'on peut rencontrer dans tout le pays restent bien souvent au stade artisanal. Et c'est avec beaucoup d'amour que ces artistes confectionnent des instruments qui, demain, feront revivre l'âme des plus grands compositeurs autrichiens.
La harpe, dont les origines remontent loin dans le temps, fut perfectionnée par des facteurs tyroliens vers 1660. Dans ce type d'instrument, les cordes ne peuvent produire que 2 sons différents, alors que la harpe des grands orchestres d'aujourd'hui possède des cordes qui peuvent donner 3 sons grâce à un mécanisme très compliqué. Chaque Autrichien témoigne pour la musique un amour illimité. Ainsi, la musique est indissolublement associée à la vie de chaque famille, et ce goût héréditaire s'explique par la naissance dans ce pays de tant d'illustres musiciens. Déjà au XVIIIe siècle, on s'adonnait à la musique dans les auberges et les maisons aristocratiques. Une musique classique qui s'est depuis démocratisée, puisque, aujourd'hui, on fait de la musique dans les maisons comme dans les fermes. Très souvent, d'ailleurs, cette musique est vouée aux enfants chéris du pays comme Strauss, Schubert, Mozart et Beethoven. Les traditions vestimentaires et musicales sont très anciennes en Autriche. Le plus petit village a toujours possédé sa fanfare, avec ses costumes traditionnels. Les occasions de se produire sont nombreuses puisque les fêtes se succèdent tout au long de l'année. Il faut ajouter qu'une certaine rivalité existe entre chaque groupe de musiciens. Cela concourt très certainement à entretenir une haute qualité musicale au sein de ces ensembles. Dans ce pays de tradition, et où le folklore tient une place importante, chaque saison voit se dérouler des festivités qui lui sont propres. Lors des fêtes villageoises, chaque coin de la vallée délègue sa musique, et c'est ainsi que la Gauderfest de Zelmziller groupe pas moins d'une dizaine de fanfares. La réunion a lieu le 1er mai de chaque année. C'est en quelque sorte une fête de la bière axée principalement sur un défilé historique. L'Autriche est et reste encore aujourd'hui le pays de la musique. C'est certainement Mozart qui représente la plus grande fierté des Autrichiens. Mozart, l'un des plus grands compositeurs de tous les temps, né le 27 janvier 1756 dans la petite ville pittoresque de Salzbourg. Mozart mourrait 35 ans plus tard de tuberculose. Une grande partie de la destinée de Mozart se déroula sous l'autorité des princes archevêques. À Salzbourg, Mozart passait une grande partie de son temps dans la grande forteresse où il enseignait et composait de la musique au service des princes archevêques. Il y resta 25 ans. C'est l'archevêque Gebhard qui entreprit la construction du château fort en 1077, et ce château situé à 150 mètres au-dessus de la ville de Salzbourg devint la résidence des archevêques. Dans la forteresse, on peut encore admirer des chambres d'apparat, avec la célèbre chambre dorée. Dans cette chambre dorée, on peut admirer un magnifique poêle de céramique.
Les motifs qui décorent le poêle représentent des scènes tirées de l'histoire sainte montrant des apôtres, des prophètes, des pères de l'Église et des blasons. Mais le pèlerinage le plus émouvant que l'on puisse faire à la mémoire de Mozart est la maison où il est né. Elle est située en plein centre de Salzbourg, au numéro 9 de la Geittracht des Gasses. Tous les mélomanes du monde entier se retrouvent dans cette rue célèbre pour y vénérer l'un des plus grands musiciens de tous les temps. C'est au 3e étage de cette demeure que Mozart vint au monde le 27 janvier 1756 à 8 heures du soir. Si le petit Mozart ne marcha qu'à partir de l'âge de 3 ans, il fut beaucoup plus précoce pour la musique. Dès ses premiers pas, l'enfant s'intéressa au clavecin. À 4 ans, il composait ses premières petites pièces et à 12 ans, son premier opéra, Bastien et Bastienne. Son père fut son premier professeur. Sa mère mourut à Paris lors d'une tournée de concert avec son fils. Mozart se maria à Constance Weber, avec qui il eut 7 enfants, dont 2 seulement survécurent. Mozart était le type même du génie. Les dons prodigieux et précoces de l'enfant attiraient rapidement sur lui l'attention du monde musical. Il est aujourd'hui très difficile de dresser un catalogue complet des œuvres de Mozart, 47 symphonies, 28 concertos, sonates, quatuors, mélodies, musiques religieuses, ainsi que de célèbres opéras. Dans Salzbourg, l'endroit le plus touchant est certainement la petite maison de bois où Mozart composa son dernier opéra, La Flûte enchantée. Le librettiste Schikaneder mit le petit kiosque installé dans le jardin de son théâtre à la disposition de Mozart pour que ce dernier puisse y travailler sans être dérangé et sans avoir à se déplacer pour assister aux répétitions. La Flûte enchantée est un conte et par là même une allégorie qui nous conduit au royaume du ciel et de l'enfer. C'est une matière fabuleuse, pleine de fantaisie, mais qui n'atteint son sens profond que grâce à la musique de Mozart. C'est dans l'année 1791, année de sa mort, que Mozart composa son opéra La Flûte enchantée. Il avait à peine terminé les dernières pages qu'il tombait gravement malade. Rien à travers cette œuvre laissait présager de la fin tragique du grand compositeur. La sagesse légendaire de la flûte enchantée n'était-elle pas le signe que Mozart n'était déjà plus de ce monde ? Il est très difficile et aussi très délicat d'obtenir d'une marionnette des mouvements tendres, calmes et précis. Pour cela, la construction de chaque poupée demande beaucoup de préparation. Les mouvements des jambes, des bras, de la tête et des mains étant les seuls moyens d'expression, leur fabrication demande un soin tout particulier. Chaque membre du corps de la marionnette est subdivisé par de nombreuses articulations qui peuvent être manipulées par une ficelle. De plus, il n'y a pas qu'un seul modèle de construction, et chaque poupée a ses propres articulations qui lui permettent de jouer un rôle bien précis dans tel ou tel opéra de Mozart.
Les décors qui créent le cadre dans lequel évoluent les marionnettes sont fabriqués par la troupe. La première représentation officielle des marionnettes de Salzbourg au grand public eut lieu le 27 février 1913 par le sculpteur Anton Eicher. Son répertoire se composait de Bastien et Bastienne. Depuis, les marionnettes de Salzbourg n'ont cessé d'emprunter au répertoire mozartien et aujourd'hui, au cours de leurs innombrables déplacements à travers le monde, la famille Eicher fait applaudir la flûte enchantée, Don Juan et l'enlèvement au sérail. Le style propre aux marionnettes répond de façon remarquable et absolue aux exigences théâtrales des opéras de Mozart. Ces personnages symbolisent des types humains sublimés, sous la forme artistique la plus éminente. Aucun autre compositeur musical n'a réussi à confondre, jusqu'à la fusion parfaite, les limites du jeu, de la réalité de l'être et de l'apparence. Voilà la raison pour laquelle les marionnettes de Salzbourg peuvent à la fois s'émouvoir avec aisance et rencontrer sans problème ses difficultés. D'une part, ces marionnettes se sentent dans leur élément, car il est de leur nature même d'exprimer la sensibilité sobre et purement formelle des personnages de Mozart, mais d'autre part, elles sont obligées de renoncer consciemment à toutes les coquetteries et à tous les trucages. Depuis des années, les marionnettes de Salzbourg ont apporté la joie aux hommes. Mélange parfait du rêve et de la réalité, les marionnettes nous font sombrer dans l'oubli du quotidien. Ajoutons que le génie de Mozart apporte son aide à cette évocation, et remercions la famille Eicher de savoir, si adroitement, nous faire goûter les joies de cette musique divine.